Femme. 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 Bonjour, bonsoir. Vous êtes sur le plateau de Femmes, le seul magazine qui donne la parole exclusivement aux femmes, avec un principe extrêmement simple. Sur le plateau, deux femmes avec moi et on débat, on discute. On est dans une discussion plutôt qu'un débat. Et on parle de tous les thèmes qui nous intéressent. Ce soir, on va parler beaucoup de CTM, de politique, d'économie peut-être, d'éducation, de transport, de leadership au féminin notamment. Avec mes invités. Depuis quelque temps, on reçoit des femmes qui sont sur des listes engagées en politique et notamment dans la campagne pour les territoriales de juin 2021. Restez sur Zitata avec mes invités. Femme. 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 On ne regarde pas les caméras sur le plateau de Femmes, Aurélie. On se regarde, on discute. En tout cas, aujourd'hui, je suis très contente de recevoir deux femmes qui sont des femmes. Elles vont nous dire si elles se considèrent comme des femmes politiques. Ce sont des femmes qui sont mères. Aurélie est là avec moi, qui est sur la liste de Ensemble pour Pays Nous, A2PN. Donc maire de Ducos, plus jeune maire élue l'année dernière, en mars 2020. On va parler aussi de cette expérience-là. Et puis Sandra Casanova, qui est sur la liste menée par Serge Letchimy. Alliance Matinique. Alliance Matinique, vous êtes en quantième position en sixième position sur le secteur Fort-de-France. Voilà. En tout cas, merci d'être avec nous. Comment vous vous présenteriez? Parce que là, je vous ai présenté comme des femmes politiques. D'ailleurs, est-ce que vous vous considérez comme des femmes politiques? Non, je suis plutôt une femme chef d'entreprise, ayant mené et menant beaucoup d'actions de politique citoyenne, donc vraiment engagée dans le monde associatif. Et Aurélie? Aujourd'hui, j'assume des responsabilités politiques et je suis maire d'une commune tout à fait charmante et l'une des plus grosses communes de l'île, et je suis parallèlement conseillère exécutive à la collectivité. Donc j'ai des engagements politiques, mais je suis plutôt au service de la population. Je crois que c'est vraiment ce que j'apprécie le plus dans les fonctions que j'exerce. Et puis c'est vrai que pour la collectivité territoriale de Martinique, je suis moi en deuxième position dans la section sud sur la liste Ensemble pour Pays Nous menée par Jean-Philippe Nilor. Et votre métier, disons d'origine, puisque vous n'êtes pas fait d'études pour devenir femme politique, on ne fait pas d'études pour ça, quoique il y a peut-être des filières qui mènent, mais votre métier, c'est... Alors, c'est vrai qu'au départ, je n'ai jamais pensé faire de la politique en tant que telle, en tout cas en tant qu'élue. J'ai fait des études de droit à l'Université des Antilles et de la Guyane à l'époque. J'ai commencé ensuite un doctorat et je donnais des cours à l'université. Et puis, au fur et à mesure, je dirais, de ces engagements, j'ai pris un certain nombre de responsabilités. Aujourd'hui, je suis collaboratrice parlementaire du député Nilor avant d'avoir été responsable du service juridique de la ville de Ducos. Tout à fait. Voilà. Alors, on va revenir sur votre parcours. Je vous propose qu'on s'arrête donc pour cette première rubrique qui s'appelle Focus. On regarde ensemble le fait d'actualité qu'on va commenter. Alors dans Focus, vraiment, parfois on part dans une émission, on est parti en Afrique du Sud pour parler de la reine de la pluie, des fois c'est un peu plus grave, on parle de choses, mais on parle toujours des femmes, d'accord? Donc là, je voudrais vous faire commenter une tribune qui est parue dans le Monde au mois donc en mai, qui a été signée par une avocate qui s'appelle Violaine de Philippis, j'espère que je n'écorche pas son nom, à propos en fait de la représentation, mais plutôt de la sous-représentation des femmes dans les entreprises et notamment les grandes entreprises. Il apparaît que 20%, seulement à peine 20% des postes de cadres dirigeants des grandes entreprises françaises, ces postes sont occupés par des femmes. Et donc, il y a une loi qui est en train de passer actuellement devant le Parlement. Elle est déjà passée à l'Assemblée nationale. Et les gens se sont réjouis du fait qu'on faisait passer de 20 à 30%. Et cette avocate, elle m'a dit non, parce que supposer que le ruissellement va fonctionner en cette matière-là, alors que notre tissu économique français et martiniquais enfin, elle parle du cadre hexagonal ou national français, mais penser que parce que les grandes entreprises, on leur imposerait ce quota, contaminerait les petites, c'est illusoire. Normalement, on doit voir la tribune, mais bon, en tout cas, je voulais vous faire réagir à cela. Est-ce que vous êtes chef d'entreprise, effectivement, Sandra?
Qu'est-ce que ça vous inspire? 20%, imposer des quotas pour qu'il y ait une meilleure représentation. Comme on l'a fait d'ailleurs en politique. Je pense qu'à chaque fois qu'on a imposé des quotas, ça a fonctionné. Donc, s'il faut faire avancer le modèle sociétal par des quotas, je ne suis pas du tout opposée, au contraire. Par contre, c'est de l'intelligence de situation pour les plus petites entreprises, de voir comment on peut équilibrer la présence d'hommes-femmes, puisqu'à chaque fois qu'on arrive à avoir cette mixité dans un groupe, on gagne en compétences, on gagne en diversité de vision et ça ne peut être que positif pour la société. Mais est-ce que vous pensez que finalement, comme on sait avec les très grandes entreprises, il y aura cet effet de ruissellement? En fait, Violaine de Philippi, cette avocate, dit qu'elle n'y croit pas en fait et que ça n'est pas forcément c'est illusoire de le penser. Il faut commencer par quelque chose. Donc, avec les grandes entreprises, c'est forcément plus souple. Puisqu'il y a un nombre de salariés permettant une plus grande flexibilité au niveau des ressources humaines, mais je crois qu'il faut commencer par ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Aurélie? Moi, je pense que tout ce qui va dans le sens d'une meilleure représentativité de la femme, en politique, comme dans les entreprises, dans le monde sportif, etc., est positif. Je crois que les femmes ont vraiment leur place à exprimer, elles ont leur qualité, apprendre, tout à fait. Et c'est vrai qu'on ne la donne pas très, très facilement et le quota permet effectivement d'imposer quelque part cette présence. Il faut quand même préciser que le quota n'empêche pas non plus la compétence. Oui. Donc ce sont d'abord des femmes compétentes, des femmes de talent qui ont tout à fait leur place dans la société. Et à l'époque d'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui m'a amenée là où je suis. À l'époque, j'étais au collège quand la loi sur la parité a été votée. Et justement, dans le cadre de la semaine de la presse à l'école, j'avais choisi avec mon groupe de travailler sur la parité. Et on avait interrogé des femmes politiques de l'époque, avec le documentaliste qui coordonnait la semaine de la presse à l'école. Et il avait insisté pour que je pose avec l'écharpe d'élus, l'écharpe d'un maire. C'était prémonitoire. Exactement. Il animait l'atelier photo du collège et puis il m'avait écrit au dos peut-être les prémices d'une brillante carrière politique en me félicitant de ma volonté d'avoir voulu travailler sur le sujet. Et puis 20 ans après, puisque c'était en 2000 que la photo était datée, et 20 ans après, je devenais maire de la commune. Donc je pense qu'il y a des choses qui font leur chemin. Il faut commencer par quelque chose, comme disait Sandra. À l'époque, la parité, il y a eu aussi des questionnements. Aujourd'hui, les femmes politiques ont pleinement leur place et il faudrait qu'il y en ait davantage qui soient aussi engagées, même si c'est un monde qui n'est pas toujours facile. Gardez l'idée parce qu'on va continuer juste après le jingle. Enfin, le jingle mot de femme, voilà. Mais on continue, on reste sur cette idée donc, de quota. Donc vous disiez, finalement, heureusement qu'il y a eu la loi sur la parité, quoi, parce que les femmes n'auraient pas eu leur place. C'est ça que vous dites? Bien sûr. Quelque part, oui. En tout cas, il y a des visages qui n'auraient pas forcément émergé aussi facilement s'il n'y avait pas eu la loi sur la parité homme-femme en politique. Mais pourquoi ça? Pourquoi il faut imposer? Alors, il a fallu imposer par la loi. Et alors, d'ailleurs, juste petite parenthèse, donc il y a eu la loi sur la parité, il y a eu la loi sur l'égalité aussi en 2011, enfin pour vraiment parfaire l'égalité entre hommes et femmes de façon un peu plus globale. Mais aujourd'hui, on fait le constat, par exemple, il y a 14 listes engagées pour cette élection, ce renouvellement de la collectivité territoriale Martinique. Il y en a seulement 2 qui sont conduites par des femmes. Bon, la parité oblige qui est effectivement après, parfois d'ailleurs sur certaines listes, il y a des têtes de section qui sont féminines, mais qu'est-ce qui empêche encore? C'est une question qui est récurrente, un point qui est récurrent dans notre émission, notamment avec les femmes engagées en politique. Qu'est-ce qui empêche que ça se passe? Est-ce qu'il faut un renouvellement de génération? On voit que vous avez été élu maire, donc peut-être que la prochaine fois, ça... Qu'est-ce qui empêche ça, Aurélie? Peut-être Aurélie, après Sandra. Qu'est-ce qui empêche ça, Aurélie? Bon, je pense qu'il y a plus de freins, c'est vrai, pour les femmes. C'est beaucoup plus difficile et c'est vrai que c'est aussi un monde
assez brute parfois et que les femmes peut-être craignent aussi d'être trop exposées. Et puis il y a la vie familiale aussi et professionnelle qui fait qu'elles ont aussi d'autres préoccupations à un moment donné. Mais moi, ce que je dis, c'est que les femmes qui ont la volonté de s'engager doivent aller jusqu'au bout, doivent pouvoir s'imposer quelque part, même si ce n'est pas toujours évident parce qu'elles ont pleinement leur place. Il faut vraiment avoir cette détermination, parce qu'on peut rapidement être déçu parfois de l'accueil qui est réservé, parce que c'est un monde qui n'est pas évident. Mais en même temps, il y a tellement de belles choses à faire. Et moi, je pense que, en tout cas, j'espère que mon parcours, quelque part, a pu inspirer d'autres, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de doutes à un moment donné lorsque j'ai été candidate. Moi-même, j'ai eu des doutes. Et Jean-Philippe Nilor me disait tout le temps, comme j'aime à le dire, si ou paie, pas paie. Donc, il m'a beaucoup encouragée à y aller. Et finalement, ça a été un pari gagnant, parce que la population aussi a envie de voir d'autres visages, d'autres approches, sortir de la politique classique avec ses... C'est quoi la politique classique? C'est quoi les caractéristiques, justement? La politique du classique, c'est un petit peu un monde d'hommes qui font des promesses, qu'ils ne tiennent pas toujours, un monde assez masculin où on est un peu dans les attaques aussi personnelles. Mais vous avez subi ça, je vais arrêter 2 secondes, vous avez subi de terribles attaques, Aurélie. Moi, je sais que ça m'a fait réagir sur Facebook. Des choses personnelles, mais vous disiez, mais tout à l'heure, enfin, il y a quelque temps, on était avec d'autres femmes. Est-ce que la politique, c'est forcément des attaques ad hominem aussi, des fois, avec des trucs sous la ceinture? Est-ce que ça, c'est masculin, ou est-ce que les femmes peuvent se laisser aussi aller avec ça? Est-ce que la façon nouvelle de faire la politique, qu'elle soit féminine ou pas d'ailleurs, c'est de dire non à ce type de pratique-là, non? Ah, mais bien entendu, moi je suis pour le respect de la personne humaine, qu'elle soit homme ou femme. C'est vrai qu'on a plutôt tendance, lorsque c'est des femmes, à poser des attaques personnelles. En tout cas, j'en ai été victime, mais j'ai encore le sourire, parce que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est indigne, en fait. Et très honnêtement, ça m'a plutôt forgé. En tout cas, moi, j'estime que c'est comme ça que je vis mon parcours. Pour moi, toutes les difficultés que j'ai eues à vivre ou à subir, pour moi, ça a été, comme j'aime à le dire, un apprentissage accéléré. Ça m'a bien forgé. Et pour les municipales, très honnêtement, ça ne m'a pas effrayée. Ça faible. Oui, honnêtement, parce que c'est indigne, comme tu le disais. Et ce n'est pas à la hauteur, en tout cas, ce n'est pas à la hauteur de la conception que je me fais de la politique et de l'image de la politique que je veux donner à la population, parce que j'y crois très profondément. Moi, je l'ai dit, déjà enfant, ça m'a toujours intéressée, et j'ai toujours voulu lutter contre les préjugés qu'on pouvait avoir de la politique. Et donc, il faut aussi, derrière, avoir des exemples de personnes élues ou engagées politiquement qui incarnent ce renouveau qu'on souhaite des pratiques politiques. Sandra, qu'est-ce qui fait que les femmes sont moins impliquées? Est-ce que c'est parce qu'effectivement, c'est elles qui tiennent le foyer? Il y a des familles monoparentales, beaucoup qui sont tenues par des femmes, donc il faut s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, suivre une carrière aussi. Je pense qu'il faut le temps de la transmission aussi, puisqu'on a vu historiquement... le monde politique était essentiellement animé par des hommes. Et donc, progressivement, on voit émerger de nouvelles femmes, de nouveaux visages. Sur ma liste, j'ai le plaisir d'avoir 2 jeunes femmes en 2e et 4e position. Ce sont de nouveaux visages. Ce sont des femmes qui évoluent au milieu d'un milieu d'hommes, mais bienveillants. Et à chaque fois, il y a une volonté de permettre, de transmettre et de permettre à l'autre d'exister pleinement. L'égalité, ça se fait à 2. Oui. C'est vraiment une relation d'interdépendance homme-femme, de complémentarité homme-femme, et je crois qu'il faut le temps que ça fasse son chemin et que les personnes entrent dans de nouvelles pratiques, dans un nouveau modèle économique. Il faut que la famille aussi se charge d'éduquer les jeunes filles et les jeunes hommes de manière différente pour qu'on se considère effectivement complémentaires. Complémentaire, vraiment. J'insiste sur la complémentarité plus que l'égalité. Évidemment, nous sommes tous égaux, mais je veux dire, mais on le voit dans une équipe, dans une entreprise, chacun apporte des talents, chacun apporte quelque chose de complémentaire. C'est ça qu'il faut rechercher pour être en harmonie, quoi. Et ça, c'est très important. Et à Ensemble pour Pays, nous, on a décidé de fonctionner aussi en tandem. C'est-à-dire que les 2 premiers sur la liste, comme ça, l'égalité homme-femme, elle est aussi respectée. Donc, on fonctionne en tandem. Donc, pour le Sud, c'est Jean-Philippe Nilor et moi. Pour le Centre, c'est M. Tavernier et Annick Charlec. Pour le Nord,
Monsieur Nadeau et Manuela Kéclar, Mon Désir, et Fort-de-France, on a une tête de section mais c'est le premier et le deuxième, féminine, enfin, le premier et le deuxième. On fonctionne en tandem. Tandem, En fait, d'accord. c'est vraiment montrer qu'il y a une équipe, qu'il y a des hommes et des femmes, mais qu'on fonctionne ensemble. Mais bon, alors j'ai envie de vous dire, pour vous provoquer, certes, pour les élections de manière, bon, c'est paritaire, donc premier, deuxième, c'est presque pas trop compliqué. En revanche, pour ce mouvement-là, c'est 2 hommes. Alors, il y a une femme. C'est Nadeau et Jean-Philippe. Ah, pour le Milor. mouvement oui, politique. Oui, pour le mouvement politique. Mais déjà, c'était... On aurait pu se demander, mais moi, j'ai vu ça, j'ai dit, pourquoi il n'y a pas, je sais pas, Marcelin Nadeau et Aurélie Léna, ou Jean-Philippe Milor, et au niveau de l'affichage. Alors, c'est vrai que c'était 2 partis politiques, je sais. Mais... Alors, non. C'était surtout une innovation que nous avions voulu, parce qu'on n'avait jamais vu de ça aurait pu être parti. paritaire aussi. Et on disait à l'époque aussi, des malcrapes pas carité dans le même trou, etc. Et on a su démontrer qu'on peut fonctionner là aussi en tandem avec 2 hommes politiques, Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Milor, qui fonctionnent très bien. On a un parti innovant, je dirais. Bicéphale, oui, et qui fonctionne. Mais pourquoi vous n'étiez pas. Enfin, vraiment. Alors, j'étais pas candidate à la présidence, en tout cas. Dommage. Non, mais je n'ai pas. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que dans la relation homme-femme, enfin dans la relation humaine, il y a aussi la dimension complicité, etc. Oui. Donc, les hommes se regroupent plus facilement parce qu'ils ont certainement joué au foot avant, ils vont boire leur petit punch. Et en fait, là, bon, tout doucement, on se rapproche du terrain de foot, on se rapproche de... Non, mais c'est ça. Donc, je pense que... Il y a une complicité. Il y a une complicité qui fait que, voilà, on est en train de la changer, mais les hommes vont se regrouper entre hommes plus naturellement parce qu'ils ont été élevés dans cette manière de faire. Mais en tout cas, dans notre mouvement, puisque c'est vrai qu'on en parle, les femmes, elles ont pleinement leur place et on a un certain nombre de vice-présidents et on a de nouveaux visages, et autant d'hommes que de femmes, et on fonctionne vraiment en équipe. Donc l'idée, c'est pas de mettre des femmes non plus pour mettre des femmes. L'idée, c'est vraiment de faire la place à la femme, ou en tout cas de ne pas l'écarter juste parce qu'elle serait femme. Et là, je crois qu'on a quand même beaucoup évolué, en tout cas en ce qui me concerne, dans mon mouvement et dans mon équipe. Je n'ai pas eu de difficultés liées à cela, bien au contraire. Je voudrais ajouter aussi que ce qui est important, c'est qu'entre femmes maintenant, et notamment sur la liste sur laquelle je me trouve, il y a une bienveillance qui est palpable entre femmes candidates. C'est vraiment important parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas suffisamment de femmes à cause des hommes. Des fois, il y a aussi un manque de femmes à cause des femmes. Parce que les femmes sont des êtres humains comme les autres. Parce qu'il y a une compétitivité, et des fois elle est peut-être trop exacerbée. Il faut simplement, et Aurélie le sait, parce que quand même on est en Martinique, c'est tout petit, on a beau être dans de tendances politiques différentes ou dans des secteurs différents, on a avec Aurélie, j'ai toujours eu des échanges très constructifs, comme avec beaucoup d'autres femmes, parce que j'aimerais pouvoir avancer ensemble, quoi. J'aimerais qu'on puisse avancer ensemble. Et c'était le but d'ailleurs d'action que vous avez mené il y a quelques années sur l'entrepreneuriat, le leadership. Absolument, le leadership des femmes, que ce soit l'entrepreneuriat, aussi l'accompagnement dans la prise de risque des femmes. Parce qu'il y a aussi une perception du risque, je pense, différente en fonction que l'on soit femme ou homme. Donc il faut accompagner en fait cette prise de risque. Et alors, ça consistait en quoi? Donc, vous faisiez des rencontres avec des chefs d'entreprise? Alors, beaucoup de networking, beaucoup de travail en équipe, beaucoup d'intelligence collective, de travail collaboratif et surtout du réseautage. Parce qu'on croit que quand on est capable d'être en groupe, de regarder dans la même direction, de voir les mêmes choses, de pousser dans la même direction, on peut bouger les lignes. Et c'est vraiment le sens de l'action collective entre femmes, non pas pour anéantir les hommes, loin de là, mais de constituer un groupe d'intelligence collective capable de faire des propositions et d'inciter, sinon d'imposer quand c'est nécessaire, que ceux qui étaient masculins deviennent mixtes. Voilà, c'est vraiment... l'idée, c'est d'avancer ensemble, de faire ensemble. Alors, on connaît, Aurélie a pu se présenter, on connaît effectivement un peu mieux Aurélie, mais Sandra, vous n'êtes pas femme politique, vous l'avez dit, vous avez évolué donc dans le domaine du management, mais aussi du transport.
Tout à fait. Je suis d'abord chef d'entreprise et puis c'est vrai que j'ai beaucoup, je travaille encore beaucoup dans le transport, aujourd'hui plus dans le transport international et les activités logistiques. J'ai eu l'occasion de me former tout au long de ma vie et j'ai jamais fini parce que je continue encore. La dernière formation était à la Caribbean Maritime University en Jamaïque sur la gestion des chaînes d'approvisionnement et la logistique. Et aujourd'hui, passionnée de cela, je suis en train de m'intéresser à tout ce qui est activité opérateur économique agréé, activité en lien avec les droits de douane, avec les taxes, etc. Parce que c'est très important dans tout ce qui est coopération économique avec l'international. Et je pense qu'on pêche quelquefois par manque de connaissance des sujets. Alors, je sais qu'on ne peut pas être bon partout, mais ça me permet d'avoir une vision suffisamment globale des problématiques et des solutions à apporter. Après, il y a suffisamment de personnes compétentes en Martinique et ailleurs pour venir contribuer au développement de projets et d'actions. Donc ça, c'est votre thème un petit peu fétiche au sein du groupe politique que vous avez rejoint et de la liste, ou bien il y a d'autres thématiques qui seraient par exemple la thématique femmes? Alors, écoutez, moi, je suis un tout, hein, donc si partout où je peux amener une compétence, un talent, une intelligence, je serais ravie de pouvoir servir le groupe, servir mon pays. J'ai beaucoup mené d'actions associatives. Je n'ai pas fini de mener les actions associatives, mais les 5 dernières années m'ont prouvé à quel point ne sourit pas Aurélie. Pourquoi? Parce que les 5 dernières années m'ont prouvé à quel point l'action associative pouvait avoir ses limites quand vous n'avez pas de soutien politique. Quand bien même vous travaillez pour le plus grand nombre et quand bien même vous avez des résultats probants. Donc, je pense que dans tout ce qui est entreprise, dans tout ce qui est femme, leadership, je suis là, je suis disponible, je suis ouverte à toute proposition pour travailler. Est-ce qu'il y a un enjeu féminin pour ces élections? Est-ce qu'il y a un enjeu lié à la réalité des femmes pour vous? Moi, je pense que oui. Mais c'est l'enjeu, il est sociétal. En quel terme il se pose, du coup? Sur cette volonté de faire ensemble. Sur cette volonté de faire ensemble. Je pense qu'il y a des situations et des défis à relever qui doivent dépasser de loin l'ego de la femme et de l'homme. Et donc, oui, à l'occasion de ces élections-là, il faut vraiment mettre ensemble la vision, les énergies, la volonté de faire et de bien faire. Moi, je pense que les femmes aussi en politique ont ce côté un peu plus pragmatique aussi des choses. Elles ont leur approche qui est propre. Hein. La femme ne doit pas non plus chercher à faire la politique comme l'homme, parce que bon, il y a aussi une sensibilité qui est différente. Sandra évoquait aussi la bienveillance entre femmes, déjà entre femmes engagées. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est pas toujours le cas. Moi, quand j'ai été attaquée, moi, j'ai des femmes qui m'ont dit, moi, j'ai déjà subi, c'est un peu ton tour. Hein. Mais à côté de ça, j'ai eu beaucoup, énormément. Ah oui, vraiment énormément et au-delà des camps politiques, parce que je pense que ce qui est important, c'est vraiment l'intérêt général, pouvoir dépasser certaines dimensions partisanes pour cerner l'intérêt général, parce que je crois fondamentalement que c'est ce qui va donner confiance à la population, c'est ce qui va peut-être inspirer d'autres de se dire, eh bien moi aussi j'ai ma place, moi aussi je peux contribuer, en tout cas dans n'importe quelle sphère que j'aurais choisi, j'ai ma place et je peux pleinement m'épanouir et porter à l'autre. Et ça c'est vraiment très très important, j'y crois en tout cas. Oui, excusez-moi, parce qu'on parle souvent de l'intelligence pragmatique, mais il y a l'intelligence du cœur. Je crois qu'il faut qu'on remette un peu de cœur, d'amour fraternel dans ces cercles-là, dans ces cercles de pouvoir. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur votre expérience de maire de Ducos. C'est une sacrée expérience, ça. Qu'est-ce que vous avez découvert? Parce que moi j'ai eu l'occasion d'être un peu proche de maire, je travaille avec un maire, on va le dire, mais c'est énorme le boulot de maire. C'est énorme, c'est très généraliste, c'est extrêmement généraliste. Le matin, vous faites du social, l'après-midi, vous êtes dans le juridique, vous parlez d'éducation, vous parlez de VHU, vous êtes de tourisme, et puis sur une ville comme Ducos, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et les gens, je vous dis ça pourquoi? Parce que il faut que les gens comprennent aussi ce qu'est le métier d'homme ou de femme politique. Ils ont une vision pour dire, ouais, je ne vais pas voter, c'est tous les mêmes. C'est un boulot, c'est quelque chose de très engageant, c'est très exigeant, n'est-ce pas?
Et je voudrais que vous nous parliez un petit peu de cette expérience-là, de ce que vous avez pu découvrir finalement. Moi, j'ai découvert plein de choses Oui. et j'ai d'abord découvert que j'adorais ça. Très honnêtement, moi, je ne pensais pas que j'aurais été aussi passionnée par la mission parce qu'à 35 ans, à l'époque, on réfléchit quand même et on se dit que c'est quand même gérer le quotidien, c'est pas facile, il faut pouvoir répondre aux attentes qui sont énormes, qui sont très nombreuses et parfois les collectivités n'ont pas toujours les moyens. Donc c'est vraiment un défi très compliqué à relever, mais je m'épanouis pleinement dans mes missions avec mon équipe et je suis vraiment très bien entourée. Il y a beaucoup de femmes aussi à mes côtés et on a voulu vraiment impulser une belle dynamique à l'échelle de la ville. Ce n'est pas facile tous les jours parce que je découvre aussi une ville qui a des difficultés financières, qui a des problématiques aussi de contentieux à gérer avec des enquêtes, SRPJ, etc. Il y a beaucoup d'attentes de la population en termes d'infrastructures. Aujourd'hui, on n'a pas d'équipement sportif digne de ce nom. Et avant de venir dans cette émission, je réunissais les associations sportives pour leur présenter notre projet de couverture de stade d'aire de jeu sur le stade municipal. Et donc, c'est des défis qui sont vraiment très nombreux. Mais pour autant, je découvre beaucoup la proximité. Je veux pouvoir apporter une politique différente qui s'intéresse à l'humain. Le plan éducatif territorial, pour moi, ça a été fondamental. Pouvoir offrir de nouvelles activités aux enfants pour soulager les parents à moindre coût, pour moi, c'était aussi fondamental. Donc, on s'y est déjà engagé. On a pu mettre en place pas mal d'actions innovantes sur la commune qui, je l'espère en tout cas, démontre à la population que même s'il n'y a pas toujours de moyens financiers, il y a une volonté et on peut faire du concret. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de ramener. Et le maire est vraiment au contact avec la population sur les besoins effectivement très immédiats. Il y a de l'action sociale notamment. À tous les niveaux. Mais moi, je ne sais jamais comment une journée va se dérouler. Alors, vendredi dernier, il y avait un pont. En tout cas, j'ai accordé aux agents municipaux un pont. Et il se trouve qu'il y a un vrai pont qui s'est effondré. Le même jour. Donc, 8 heures du matin, on m'appelle pour me signaler qu'un pont s'est cassé. Donc, il fallait aller sur place, mobiliser les services techniques qui sont venus, et je tiens vraiment à les saluer, rassurer la population parce que c'était l'unique accès qui leur permettait d'arriver à leur domicile. Et aujourd'hui, en regardant le courrier, j'ai eu la satisfaction de recevoir un courrier de remerciement de ces habitants parce que le nécessaire a été fait très rapidement en une semaine. Ça nous a jamais intéressé d'être maire, Sandra ? Je n'ai jamais pensé entrer en politique officiellement. C'est-à-dire que souvent j'ai croisé des gens qui me disaient que je faisais de la politique, mais que c'était borderline parce que, voilà, en fait, j'ai toujours essayé de mener des actions avec impact sociétal. Mais j'ai jamais pensé avoir un mandat électif. Et pourquoi là vous avez franchi le pas ? Parce qu'il y a un âge où on se dit que si on n'y va pas, on le fera jamais. Parce que... Il n'y a pas d'âge. Mais pourquoi cette fois-là alors ? Donc Monsieur Letchimy vous a dit il faut venir, et vous avez dit. Ah non, pas du tout. Je travaille avec Monsieur Letchimy depuis maintenant une dizaine d'années, via les associations. J'ai toujours trouvé une écoute à l'époque où il était président de la région. Et donc c'était naturel. Je pense qu'on a appris à se connaître. Je vois en M. Letchimy quelqu'un qui a une vraie vision pour la Martinique, un vrai désir de faire. Je reconnais en lui les qualités d'un leader. Et ce que je dis souvent, c'est que nous sommes nombreux à être audacieux, mais quelquefois, il faut des qualités requises un peu plus que l'audace pour aller. Il ne s'agit pas de dire à tout le monde « bâché » et puis nous passons à nous aller. Donc, et c'est ça. Et pour vous, c'était l'heure, quoi. Pour moi, c'était l'heure d'aller plus loin dans mes actions associatives avec un soutien de la force publique, avec un soutien de la collectivité, parce qu'on peut faire de très belles choses. Mais pas forcément avec beaucoup de moyens, mais on peut faire de très belles choses à condition d'avoir une vision, de savoir où on veut aller, pourquoi on veut y aller, et évidemment de se sentir dans sa mission. Voilà. Est-ce que aussi l'action politique, c'est pas vraiment là qu'on a la possibilité, où on a la possibilité de changer la vie des gens ? Est-ce que c'est pas vraiment en politique qu'on peut changer la vie des gens ? Tout à l'heure, on parlait du maire qui intervient. Mais bon, la CTM a fortiori, qui a compétence pour un certain nombre dans un certain nombre de domaines.
on parle de développement économique, on parle de culture. Est-ce que ce n'est pas en politique que si on veut changer la vie des gens, que c'est là que ça doit se faire? Sandra? Écoutez, les retours que j'ai depuis que j'ai annoncé, enfin depuis que c'est officiel que je suis effectivement sur une liste, c'est que beaucoup de personnes me disent « Mais Sandra, tu nous as tellement apporté ou tu as déjà mené tellement d'actions, etc. » que c'était presque normal, que ça, voilà, logique que ça continue comme ça. Donc en fait, on peut faire beaucoup de choses pour ses compatriotes sans être engagé en politique, mais c'est vrai qu'il y a à un moment de l'impact sociétal qu'on veut avoir, on est obligé de basculer dans la sphère politique. C'est aussi votre point de vue? Alors, c'est vrai que le politique ne peut pas tout résoudre, ça c'est sûr, il n'y a pas de baguette magique, mais par contre, on peut effectivement impacter la vie des gens. Il faut d'abord la connaître, et c'est pour ça qu'aller sur le terrain, pour nous, c'est vraiment fondamental, maîtriser le terrain, pour ensuite concevoir les politiques publiques qui répondent aux besoins de la population. Et c'est ainsi que je conçois mon action, que je l'ai conçue aussi à la collectivité territoriale, non sans difficulté. Donc c'est vraiment le politique qui est dans la perception des besoins de la population et des attentes et qui met en place les dispositifs qui permettent d'y répondre. C'est là que se joue l'action politique et quel que soit le domaine. Non, mais je veux dire, excusez-moi, oui, mais j'insiste sur le côté politique. Sandra, par exemple, elle a une action, enfin, elle est chef d'entreprise. Par son action de chef d'entreprise, de leader, elle essaie d'insuffler ça aussi chez les femmes ou dans son environnement. Elle fait du bénévolat, etc. Vous auriez pu choisir autre chose. Et ma question c'est, enfin moi c'est vraiment ma conception profonde. C'est-à-dire que je pense que si on veut, je suis à peu près comme Sandra, si on veut changer les choses, il faut s'engager en politique. Mais je suis aussi passée par là. En tout cas, c'est mon action aussi au niveau de l'université qui m'a quelque part révélée aux yeux de certains, même si j'avais déjà ma tendance politique et ma pratique politique. Mais c'est effectivement lorsqu'on est en responsabilité qu'on peut pleinement mettre en œuvre la politique que l'on souhaite. Oui. Et je parlais de mon cas au niveau de la collectivité territoriale. Moi, conseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et notamment des aides aux étudiants, moi j'ai conçu mon rôle comme étant celui de proposer des dispositifs qui permettent de répondre aux besoins du territoire et aux besoins des jeunes en formation. Et pour cela, il faut pouvoir connaître les besoins et pouvoir avoir les moyens de les déployer. Ça n'a pas été simple parce que il faut effectivement être quelque part majoritaire pour pouvoir peser et influer lorsque les choses ne coulent pas de source, en tout cas. Et puis, il faut pouvoir avoir la conception d'une politique qui va aussi davantage au rythme des administrés. Parce qu'aujourd'hui, au-delà des dispositifs qu'on peut mettre en œuvre, c'est le temps pour les traiter. En tout cas, moi, j'ai été bien placée pour réaliser à quel point, derrière, il faut avoir une impulsion, il faut avoir une dynamique, il faut mettre en place, quelque part, les procédures, les commissions qui fonctionnent de manière plus efficace pour que l'administré puisse avoir une réponse. Et à l'époque, Jean-Philippe Néor m'avait dit, si tu as une plus-value à apporter, c'est au niveau des délais de traitement des dossiers. Parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait autant de dossiers en retard, qu'il y ait autant de réponses en attente, et que derrière, le circuit ne suive pas forcément. Ça bloquait pourquoi, en fait? Ça bloquait parce que, en tout cas, la première année où j'ai eu à gérer pleinement les choses, au mois de janvier 2017, nous avions pu traiter l'ensemble des dossiers qui étaient en instance et les mandater à 85%. Donc, c'est-à-dire que derrière, j'avais mis en place avec les services la machine qui permettait d'assurer le versement des aides sur le compte des étudiants. Et la même année, en janvier 2017, le président me disait que désormais, c'est lui qui va gérer les aides aux étudiants, que c'est lui qui va présider la commission, et donc forcément, il faut attendre que son calendrier, que son agenda permette que la commission se réunisse. Et lorsque nous avons géré, en tout cas lorsque j'ai eu avec les collègues qui m'accompagnaient et le personnel que je veux vraiment saluer, qui m'accompagnaient à gérer la première année, nous avions pu gérer les retards sans trop de difficultés parce qu'on avait mis en place l'organisation. Alors lorsque nous sommes arrivés en responsabilité
un an avant, il y avait plus de 3000 dossiers en instance. Donc, c'est dire qu'on a la possibilité d'agir, il faut avoir la volonté, il faut avoir la vision, il faut avoir aussi le pragmatisme pour mettre en œuvre la méthode. Et ça, c'est fondamental. Et ce qui doit intéresser le politique, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois, ce n'est pas de dire c'est moi qui ai donné, c'est moi qui ai fait l'ego. Il faut pouvoir dépasser ça. Ce qui est important, c'est la réponse à l'administré et le bien qui en ressort pour l'individu et pour le territoire. C'est d'abord ça. C'est aussi votre constat, Sandra. Même si vous n'étiez pas à l'intérieur. Non, mais quand on gère des équipes, c'est sûr qu'il faut donner les objectifs à atteindre, vous l'avez parlé, hein, la méthode, et il faut surtout motiver les gens en permanence. Hein. C'est-à-dire que quelquefois, on peut améliorer sensiblement ses résultats juste parce qu'il y a un management qui est différent du prédécesseur. Mais là, il parle de gouvernance aussi. Au-delà, enfin, il y a le management, certes, mais aussi de gouvernance. Il y a eu le management parce que moi, effectivement, j'ai donné les objectifs au service et je leur ai dit, vous savez, l'important, c'est qu'on puisse traiter un maximum de dossiers et que les étudiants perçoivent leur aide au moment où ils en ont besoin. C'est pas à la fin de l'année qu'ils vont percevoir l'aide, ça ne sert plus à rien. Donc derrière, mettons en place l'organisation. Et si pendant les grandes vacances qu'il y a le rush, eh bien on va commencer les commissions pendant les grandes vacances, vous allez vous organiser pour les congés, etc. Mais il faut absolument qu'on puisse gérer un maximum de dossiers. C'est important ce que Aurélie dit, parce qu'en fait, on revient sur le pourquoi faire en 3 mots. C'est-à-dire que l'idée n'est pas juste de traiter des dossiers, l'idée est de traiter certains dossiers dans un délai imparti parce que les jeunes ont besoin d'obtenir les aides en temps et en heure, vous voyez? Non, mais c'est important. C'est un peu, en fait, on a l'impression qu'on est un peu dans le système du but, là, non? Parce qu'on agit pour quoi? On agit pour l'usager, on agit pour les étudiants, on agit pour les Martiniquaises et les Martiniquais. Donc, il faut revoir un petit peu la façon, en fait, le pourquoi faire, en fait. C'est bien ça. Le pourquoi faire. Et pour revenir sur l'idée que, malheureusement, certains politiques auraient tendance à dire « je vous ai donné ci, j'ai fait ça ». Et quand on voit, si on revient sur le financement, beaucoup de financement aujourd'hui passe par des fonds européens. Oui. On sait très bien que concernant les fonds européens, il y a 11 axes stratégiques et les projets, ils entrent ou ils n'entrent pas dans les axes stratégiques. Il n'y a pas, mais ça je pense que c'est de la pédagogie aussi à faire avec la population, de dire aux gens que quand il s'agit de fonds européens, ce n'est pas quelque chose de politisé. C'est interdit par l'Europe. On y a droit, on n'y a pas droit en fonction des règles qui ont été prédéfinies. Il y a des critères. Personne ne donne d'argent européen parce que vous êtes de droite, de gauche, au milieu, au centre. On y a droit, on n'y a pas droit en fonction de la pertinence du projet pour le territoire, etc. Et de l'adéquation avec les axes stratégiques définis. C'est vraiment important. Vous parlez de la gouvernance, ça fait partie des choses qu'on ne peut plus permettre à un politique de dire j'ai donné parce que ça vient de chez moi, ça vient pas de chez moi. Parce qu'on est autorité de gestion, quoi. Mais oui, Voilà. mais oui. Il y a 850 millions qui viennent de l'Europe. La collectivité est autorité de gestion, mais les 850 millions, ils viennent de l'Europe. Et ils ne sont pas sur le compte de la collectivité non plus. Mais ils sont à même Bruxelles. pour ceux qui seraient sur le compte de la collectivité, je veux dire, et c'est là que je disais, c'est d'abord penser les dispositifs avec des critères, parce qu'un individu aujourd'hui ne doit pas se dire, si je dépose un dossier, c'est parce que je suis bien avec X ou Y que ça va passer, ou je ne suis pas forcément bien vu d'eux, donc ça ne va pas forcément passer. Non, il faut vraiment rassurer la population dessus. Moi, je suis vraiment pour l'équité. Oui, mais comment? Est-ce que c'est pas juste une déclaration? Excusez-moi, Aurélie, si demain vous êtes présidente, vous êtes candidate pour quoi? Pour l'exécutif? Non, je vais vous donner. Et puis j'ai une question un peu provocante pour vous, parce que vous êtes maire. Vous êtes maire, mais comment vous aurez le temps de vous occuper de la CTM avec tout ça de choses que vous avez à faire? Je pense qu'il y a déjà beaucoup de maires qui sont à la CTM, qui l'ont été sous les anciennes mandatures, en tout cas sur la dernière et sur les précédentes, et qu'on peut assumer plusieurs fonctions. C'est une question aussi d'organisation. Ça permet aussi, et je ne prône pas le cumul des mandats à tout va, mais ça permet aussi d'avoir une approche différente. Vous savez, depuis que je suis maire, je vois beaucoup plus effectivement de domaines, je touche du doigt beaucoup plus de situations que je ne percevais pas lorsque je n'étais pas dans le concret de cette réalité. Donc aujourd'hui, ça ouvre aussi des perspectives, ça permet une meilleure connaissance aussi du terrain
du quotidien que les collectivités ont à traiter, et ça permet d'avoir donc une approche différente à mais est-ce l'égard qu'on des n'est pas en train collectivités. d'aller, et puis je vais vous demander votre avis, mais peut-être avant Sandra, vers une professionnalisation de la politique finalement? C'est-à-dire, tout à l'heure on parlait un peu du plafond de verre qui pouvait empêcher certaines femmes à accéder. Là vous me dites, oui, bon, quand on est maire, on a une approche, effectivement, c'est vrai que c'est technique, on est d'accord avec ça, c'est très technique, vaut mieux comprendre, effectivement, mais est-ce que ce que vous dites, c'est pas finalement aller ou défendre une forme de professionnalisation politique? Alors, je pense que ce serait dangereux pour la démocratie. Il faut que la population se dise que tout le monde, chacun est capable, tout le monde peut accéder à un poste d'élu. Maintenant, quand on ne sait pas, on se forme. Il y a un centre pour la formation des élus, qui est, je crois, le CNFPT, me semble, oui, ça a changé de nom. tout à fait. Et donc, les personnes de bonne volonté... Le CIFEM, oui. Ça a changé de nom, c'est ça? Non, il y a le CIFEM, c'est la formation. Le CNFPT avec le personnel, les agents municipaux qui met en place des formations, le CIFEM en local, où de toute façon, les élus ont droit à des formations. À des formations. Donc, ça veut dire que tout le monde peut y accéder. Ce qui compte d'abord, c'est vraiment à se sentir dans la mission, quoi, et avoir envie de le faire. Après, quand quelqu'un appartient à un parti politique, je crois aussi que c'est au parti d'amener ses partisans, ses militants, à avoir la formation nécessaire. Ah oui, oui, oui. Je crois qu'il ne faut pas écarter ça de vue, mais il ne faudrait pas professionnaliser la Martinique, sinon la politique. Sinon, vous allez étouffer dans l'œuf ces personnes qui se sentent vraiment inspirées, quoi, par la chose publique. Et peut-être aussi, d'ailleurs, peut-être s'éloigner un peu plus de l'électorat, qui est quand même assez abstentionniste au fil des élections. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il faut dire aux électeurs pour les amener à se mobiliser, pour cette élection et pour les autres. Il y a une tendance à l'abstention. Le plus grand parti, c'est le parti abstentionniste. Ça fait tarte à la crème, c'est un peu galvaudé, mais c'est presque vrai. Et c'est bien dommage, et c'est la raison pour laquelle moi j'invite tout le monde à voter, et quelle que soit l'élection, particulièrement celle-là, parce que c'est vrai qu'elle concerne la Martinique, et puis qu'elle est proche, mais en tout cas, moi j'invite tout le monde à aller voter. Et je dis toujours à ceux qui ne veulent pas voter, exprimez-vous. Ne laissez pas choisir à votre place. Exprimez-vous, votez blanc, votez nul si vous le souhaitez. En tout cas, moi j'espère convaincre un maximum, mais en tout cas, venez, exprimez-vous. Vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Parce que l'abstention, effectivement, elle favorise ceux qui sont déjà au pouvoir, et il n'y aura pas de changement. Or, la plupart de ceux qui ne vont pas voter, c'est précisément parce qu'ils veulent un changement ou qu'ils n'y croient plus. Moi, j'y crois fondamentalement. En tout cas, moi, je me suis toujours battue pour ça. Et depuis gamine, je vous assure, j'y crois. Je veux y croire. Et pour moi, c'est possible. Donc, il faut y aller, il faut se mobiliser, il faut écouter. Moi, je ne fais pas de sectarisme, et moi, j'ai de bonnes relations généralement avec tout le monde, quelles que soient les positions politique, mais je veux effectivement convaincre le plus grand nombre pour Ensemble pour Pays Nous, en tout cas pour cette élection, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut dire? Mon argument, c'est je viens comme je suis. Et évidemment, je me suis rarement engagée dans une action sans la mener jusqu'au bout. Donc, mais par contre, ce que je dis aussi aux électeurs, c'est qu'il faut voter massivement dès le premier tour, parce que je n'ai pas envie que la politique devienne juste un calcul mathématique. Je n'ai pas envie de revivre une situation que j'ai connue il y a 5 ans, où un peu à l'image de ceux qui se sont partagés la tunique du Christ, on s'est partagé la Martinique à coup de conventions et de contrats de gestion. D'accord? Donc, c'est vraiment important de dire aux Martiniquais de voter dès le premier tour, d'orienter l'élection dès le premier tour. Et on ne pourra orienter l'élection dès le premier tour, même s'il y a un deuxième tour, mais l'orienter en énonçant son souhait, en allant voter. C'est vraiment ce qui est important. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est un peu grandiloquent, est-ce qu'il n'y a pas une question de la démocratie, dans nos sociétés globalement, mais de la démocratie qui aurait à voir avec le fait que les gens n'aillent plus voter, donc ils se désintéresseraient du vote, mais aussi même à l'intérieur aussi. On a pu critiquer parfois une forme vous parliez tout à l'heure de l'université, le président qui veut tout signer, bon. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je ne parle pas d'enjeu, mais peut-être une question de démocratie, éduquer à la démocratie. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Et après, je vous demandais de réagir à une proposition qu'on a pu faire ici et là pour faire progresser ce thème-là. D'accord. Non, c'est vrai qu'il y a une crise démocratique, quelque part, liée à l'abstention qui est grandissante, parce que les gens n'ont pas le sentiment que leur vote va peut-être changer les choses, donc ils préfèrent s'abstenir, ou ils ont été déjà tellement déçus qu'ils préfèrent ne pas voter. Moi, je leur dis au contraire de s'exprimer et de voter pour le changement. Ça, c'est fondamental. Et puis, au sein des instances, il faut pouvoir faire vivre la démocratie. Oui. C'est-à-dire, ce qui a fondamentalement aussi généré la création de PIA, le mouvement auquel j'appartiens, c'est aussi notre conception démocratique du pouvoir. Ça, c'est vraiment fondamental. Et je l'ai toujours dit, moi, je ne conçois pas le pouvoir pour le pouvoir, je vois d'abord le poids des responsabilités. C'est vraiment important d'avoir cette conception du pouvoir fondamentalement démocratique et éviter une centralisation qui peut être bloquante. En tout cas, à l'échelle de la Martinique, elle est bloquante parce que derrière, c'est toute une chaîne qui ne fonctionne pas et ça peut engendrer dans certains secteurs une espèce de paralysie. Et puis, il faut que les élus qui sont présents au sein des assemblées, au sein des collectivités, puissent aussi s'exprimer, avoir des projets à porter. C'est fondamentalement... Y compris l'opposition. Y compris l'opposition. Et lorsque comment vous garantissez précisément la démocratie? Parce que ça peut être, tout à l'heure, c'est le début de ma question, ça peut être incantatoire. Oui, la démocratie, oui, il faut que l'opposition. Mais qu'est-ce qui garantit dans les faits? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est prévu? Alors, je vais déjà vous faire part de mon expérience, en tout cas à la collectivité territoriale. On a toujours parlé des difficultés de fonctionnement entre exécutif et assemblée. Moi, je n'ai pas eu à connaître ça parce que dès le début, j'ai toujours associé les élus de la commission à l'assemblée avec lesquels je travaillais, y compris l'opposition. Donc sur ça, moi, j'ai aucune difficulté. Et quand j'exposais ma méthode à l'époque, on m'avait dit que je fonctionnais à l'envers. D'accord? Et maintenant, c'est ce qu'on cite en exemple. En tout cas, lorsque moi, j'ai eu à penser des dispositifs, je les ai faits avec les services dans un premier temps, mais ensuite en échangeant avec les élus de la commission, y compris l'opposition, parce que je ne me conçois pas comme un grand grec qui pourrait tout maîtriser d'un sujet, mais plutôt j'ai toujours été dans la co-construction, en tout cas c'est ce qu'on prône et c'est ce qu'on a pratiqué de manière très concrète. Donc l'opposition et les autres élus de l'Assemblée ont eu à enrichir un certain dispositif avant même qu'il ne soit examiné en conseil exécutif, puis en plénière. Parce que le rôle de l'élu à l'Assemblée, ce n'est pas de dire « Amen » à chaque fois qu'un dossier est présenté. Et lorsqu'on fait une contre-proposition en plénière ou qu'il y a des discussions, c'est parce qu'il y a des traites ou des complots. Moi, je ne conçois pas la démocratie. Oui, mais vous étiez quand même dans la majorité. Quand même. Bien sûr. Vous étiez dans la majorité, bien sûr, qui change tout quand même. Bien sûr, bien sûr que j'ai été dans la majorité. Et bien sûr, je me suis exprimée dans les cadres qui étaient les miens. En tout cas, moi, je n'ai jamais voulu faire d'esclandre parce que pour moi, ça allait desservir l'ensemble de la classe politique. Et comme je l'ai dit, mon but, c'est vraiment de pouvoir réconcilier le Martiniquais, le citoyen, à la politique. Et ce n'est pas en ternissant l'image de la politique qu'on va y arriver. Mais pour autant, il faut pouvoir s'exprimer. Et j'ai déjà eu à le faire à de multiples reprises. Et pour garantir aussi la représentation de l'opposition, par exemple, notre groupe propose que l'opposition ait la présidence de la commission des finances pour qu'il y ait plus de transparence. Qu'est-ce que vous en pensez à ça? Je pense que la commission des finances est quand même assez stratégique, donc je suis surprise qu'on puisse donner cette commission-là. Ça veut dire qu'on n'assume pas ou quoi? C'est un peu ça. Mais pas du tout. Mais c'est comme ça que ça se passe aussi à l'Assemblée nationale. Oui. Et puis, on a d'autres propositions, c'est de permettre aussi au bureau de l'Assemblée, donc qui comporte aussi l'opposition, de pouvoir participer aux réunions ponctuellement du Conseil exécutif pour assurer une meilleure information. Sur la question concernant l'exercice du vote démocratique, je pense qu'il faut arrêter de mentir à l'électeur et comme ça il ira voter plus facilement parce que ce qu'on a pu relever, c'est qu'aujourd'hui l'électeur a très peur de se retrouver encore dans une alliance contre nature entre les deux tours. Avec Alliance Martinique, on a souhaité dire dès le départ, l'alliance, elle est la plus large possible avec l'ensemble des personnes présentes sur les 4 secteurs. Il a été défini aussi des places de vice-présidence
pour les membres de l'opposition qui éventuellement pourraient nous rejoindre. Après, il faut être clair sur sa ligne, sur son idéologie et sur sa ligne de conduite. Ça, c'est le premier point. Pour que les gens viennent voter, il faut leur dire qu'on ne va pas vous mentir entre les deux tours. Ensuite, sur, je ne sais plus ce qu'elle disait, ah oui, sur le fait de se partager le pouvoir, je pense qu'il faut qu'il y ait une harmonie aussi dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on a une équipe qui est vraiment très disparate, oui, on aura du mal à amener l'équipe, le groupe, dans une direction. Je pense que c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe dans l'actuel CTM. Oui. C'est qu'il y avait vraiment trop de disparités entre les personnes en présence et l'intelligence collective, elle ne se décrète pas. Oui. Donc, est-ce que juste, oui, je sais pas d'accord, attendez, mais je veux juste quand même poser en forme de pique quand même à Sandra. Tout à l'heure, on parlait de mairie et je demandais à Aurélie si elle aurait le temps de s'en occuper. Vous, est-ce que vous, avec autant de maires, vous savez, une critique qui a pu être faite effectivement à votre liste, à Lierse Matigny, avec autant de maires, est-ce que vous n'avez pas peur de municipaliser cette élection qui est quand même une élection territoriale où il faut peut-être avoir une espèce de, comment vous dire, une vision un petit peu plus macro que d'avoir une juxtaposition ou une addition de vision municipale. Est-ce que ce n'est pas un risque, ça? Je ne crois pas qu'il faille considérer que la présence des maires soit une addition, une superposition de vision municipale. C'est plus un mouvement d'ensemble. Quand vous regardez, c'est une alliance qui existait déjà en 2015 et qui s'est plutôt bien maintenue. Donc, c'est la force de la cohésion entre ces élus. Ça doit plutôt rassurer la population de savoir qu'il y a une capacité à collaborer, à coexister, à coopérer entre les maires et notamment entre les EPCI. Oui, aussi. Vous n'étiez pas d'accord avec ce que disait Sandra? Non, je n'étais pas forcément d'accord sur les tensions qui a pu exister au niveau de la collectivité entre deux groupes gauche et droite. Moi, je ne crois pas que le problème se situe véritablement là. Très honnêtement, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, la conception du pouvoir qui est en jeu, qui est en question, et la manière dont on a conçu la collectivité territoriale de Martinique. Aujourd'hui, on s'abrite derrière la loi pour justifier certaines actions, pour justifier qu'il n'y ait pas forcément eu de respect de l'Assemblée, et ça n'a rien à voir avec des problématiques de gauche ou de droite. Je n'en ai pas parlé. Non, mais je profite pour le dire. De différence de personnes. Ouais. Hein, mais j'ai du mal à comprendre. Oui. Vous dites que c'est lié. C'est consubstantiel à la structure même, le dysfonctionnement? Non, je dis que parfois, certains ont tendance à s'abriter derrière la loi pour dire que c'est la loi qui veut. Donc c'était les hommes, en fait. Mais pour l'essentiel, non, mais très honnêtement, pour l'essentiel. Et moi, j'ai déjà eu à le dire à plusieurs reprises. Aujourd'hui, certes, ce sont les hommes qui font la loi. Aujourd'hui, la loi, elle vit parce que elle crée les institutions, mais ce sont aussi les hommes qui font les institutions. Et pas seulement en s'arrêtant sur une vision très précise du respect de la loi, qu'on va réussir à faire pleinement vivre une collectivité. Aujourd'hui, on arrive à même dire qu'un président de l'Assemblée, ça n'existe pas, alors même que c'est aussi prévu par la loi. Moi, je pense, très honnêtement, que c'est encore une fois la vision que l'on a pour le territoire, la vision que l'on a du pouvoir, qui ne doit pas monter à la tête quelque part, mais qui doit simplement permettre à chacun de porter sa pierre à l'édifice dans les différents domaines dont il a la responsabilité. Et au niveau de Ensemble pour Pays Nous, c'est une vraie femme politique, hein. Elle a appris très vite. Non, mais elle fière d'elle parce qu'elle a... J'essaie de lui couper la parole, je n'y arrive pas. Non, mais je voulais dire aussi, pour poursuivre sur la dynamique des maires, qu'à Ensemble pour Pays Nous, il y a aussi effectivement un certain nombre de maires. Combien vous en avez, vous? Ah, je n'ai pas compté d'ailleurs. Je n'ai pas compté combien de... parce que je pense que vous n'êtes pas loin. Non, vous en avez beaucoup. On en a quelques-uns, en tout cas, on a beaucoup de nouveaux maires avec lesquels nous avions déjà eu à travailler, puisqu'ils appartiennent eux aussi à
à l'alliance que nous avions déjà, hein, majoritairement. Et donc, c'est des maires aussi qui apportent une nouvelle dynamique au niveau de leur territoire et qui démontrent, là aussi, à la fois que la population avait soif d'un renouveau, donc de voir aussi de nouvelles personnes en fonction. Et ces personnes démontrent chacune déjà dans leur commune quel dynamisme elles peuvent apporter. Samuel Tavernier au François, Hugo Toussé au Diamant, Georges Cléon qui est aussi élu de la CTM, maire du Vauclin, ou Jean-François Bonol à Rivière-Pilote. Non, il y en a pas tant que ça. Non, mais justement, il y en a pas tant que ça. Et moi, j'ai d'autres questions à vous poser. Juste pour finir, sinon, juste pour la cohésion du groupe, je pense que c'est quand même important qu'on ne... De la même façon que dans une entreprise ou dans une famille, on ne va pas s'allier si on est trop différents, peu importe le parti politique. Je parle de la péinception, de la gestion de la cité, de la péinception, de la vision qu'on a pour le développement économique, social, sociétal, environnemental de la Martinique. C'est important de se mettre avec des gens avec qui on sent qu'on peut faire quelque chose. Voilà. Donc, et ça, ce n'était pas le cas. Avant. Et je ne veux pas qu'entre les deux tours, les Martiniquais se retrouvent. Mais je le dis, on m'en a beaucoup voulu parce que... Elle aussi, elle est bonne, parce qu'elle est venue avec un message et elle le marque. Donc, avec Alliance Martinique, il y a une cohésion dès le départ. C'est ça qu'il faut retenir et c'est surtout la transmission qui est en train de se faire. Ne soyons pas pressés. Oui, il y a des gens en politique depuis un certain temps. Ils ne sont pas si vieux que ça, mais c'est surtout qu'ils ont la volonté de transmettre et qu'on a beaucoup de nouveaux visages et surtout de jeunes femmes et j'en suis très contente. Je crois que je pourrais dire la même chose aussi pour Ensemble pour Pays Nous. Donc c'est exact. Vous aviez une question à poser. Non, c'était juste, mais en quelques mots, parce qu'il nous reste 4 minutes et puis j'ai une question qui est rituelle, je vais vous la poser, mais juste... cette élection, il y a un enjeu qui est plus... Alors, c'est une histoire de génération. Sandra disait, bon, si je ne m'engage pas maintenant, à quel moment je vais le faire? Bon, vous êtes en politique depuis longtemps et vous... Est-ce qu'il y a un enjeu qui est plus fondamental aujourd'hui qu'avant, Sandra? Un enjeu... Est-ce qu'aujourd'hui, pour dire aux gens allez voter, est-ce qu'aujourd'hui, bagaille la chaud, quoi? Est-ce que ce serait plus chaud qu'avant? Bagaille la chaud, parce qu'on a fait du sur place, sinon on est allé à reculons depuis 5 ans. Bagaille la chaud, parce qu'on est dans une situation de pandémie, même si ça atténue, mais on sait qu'il va falloir mettre l'accent sur une relance. Et pour ça, il faut des femmes et des hommes d'endurance parce qu'il va falloir appuyer sur l'accélérateur et surtout avoir une gestion complètement différente de celle qui a eu lieu au cours des 5 ans. C'est-à-dire que malgré la difficulté, j'allais dire, liée à la fois à la pandémie, mais aussi au fait qu'on n'a pas beaucoup investi, quoi. La force publique n'a pas joué son rôle on parle de plan de relance de 880 millions. Oui, mais on parle d'un plan de relance. De plan de refondation. Mais oui, mais à quelques semaines on parle de plan de l'hôpital, en fait, ça c'est l'État, mais 448 millions pour la Martinique. C'est pas les plans qui m'intéressent, c'est l'action sur le terrain. Et pour l'instant, l'action sur le terrain, j'ai pas vu. Donc je dis pas que ça va pas exister, mais je dis qu'aujourd'hui, les effets d'annonce, c'est bien. Mais c'est pas ça dont on a besoin. Il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin de réponses immédiates. Donc il faut être capable de relancer la machine. Donc oui, il fallait s'engager maintenant parce qu'on ne peut pas être dans la tiédeur. Oui. C'est maintenant. Ok. Aurélie, juste en 2 mots, parce que j'ai encore une dernière question à vous poser. Donc c'est maintenant, pourquoi plus aujourd'hui que... Oui, effectivement, il y a un enjeu qui est fondamental. Oui, il y a des choses qui ont été faites et je pense qu'il ne faut pas le nier. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Maintenant, il faudrait aller plus loin et surtout pouvoir être à la hauteur de l'espoir qui avait été créé en 2015. Parce que, honnêtement, et c'est là que j'ai perçu le poids des responsabilités, j'ai senti que la population avait énormément d'attentes de cette première collectivité territoriale de Martinique qu'on n'a pas su correctement satisfaire. Donc là, il y a une certaine déception, il y a une volonté d'autre chose de la population et il faudra être à la hauteur de ces enjeux. Et c'est ce que nous proposons avec Ensemble pour Pays Nous, avec Jean-Philippe Nilor, c'est pouvoir aujourd'hui leur dire qu'il y a eu cette première phase qui a été ce qu'elle a été, avec des déceptions, avec un outil qu'on n'a pas su faire correctement fonctionner parce qu'il y a eu une captation au niveau de l'exécutif. Et il faut pouvoir démontrer que oui, c'est possible de faire différemment. C'est possible de faire
plus et c'est possible de faire plus vite. Et ça, c'est fondamental parce que c'est ce qui, aujourd'hui, perturbe le plus la population, c'est je dépose un dossier, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas qui le gère, je ne sais pas à qui m'adresser, etc. Et ça, il faut que la population ait le sentiment d'avoir une collectivité qui est plus efficace parce que c'est d'abord pour ça qu'on avait mis en place la collectivité territoriale de Martinique à la place de l'ex-région et de l'ex-département. Avec Alliance Martinique, on ne va pas désigner les coupables. On fait des propositions de solutions. Voilà. En tout cas, bon, l'émission pourrait être longue. Ce n'est pas une émission politique généralement ici. Donc, je ne vais pas déroger à ma petite règle pour amener les choses sur un terrain un peu moins politique. Parce que là, ça s'enflammait, mais c'est bien. Hein, c'est l'engagement et la passion des femmes. Et les femmes sont capables de ça aussi. Question complètement qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Quel est l'homme... Ne me dites pas que ce sont vos têtes de liste, hein, mesdames. Quel est l'homme qui vous influence, qui vous a le plus influencé? Ne me dites pas Serge Letchimy et Jean-Philippe Nino. Hein, alors, question en politique ou en général? En général, pas en politique, en général. La personne, on a parlé beaucoup des femmes au début, après on a parlé de la CTM. L'homme qui vous a le plus influencé? Je ne dirais pas l'homme à qui vous devez tout. Mais l'homme avec un grand H ou l'homme le petit. Sur ce plateau, il me semble qu'il y a une femme qui m'a dit mon compagnon. Donc vous êtes libre de dire exactement ce que vous voulez. Hein. Moi, je serais tentée de dire peut-être mon père, parce que beaucoup de personnes, effectivement, savent qu'il a beaucoup compté aussi dans mon engagement. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il m'influence ou pas forcément dans mes décisions, mais c'est sûr que mon père, à un moment donné, a déterminé aussi quelque part le fait que je m'engage de manière plus concrète, parce que je l'ai connu aussi engagé, avec toutes les peurs aussi que ça comportait lorsque j'étais plus jeune, parce que il a beaucoup de caractère, et donc ça m'a aussi un peu forgé au fur et à mesure, mais au départ, j'avais plutôt la crainte de me retrouver dans un monde assez dur, parce qu'il a eu à subir des choses aussi. On parlait de femmes qui se font attaquer, mais lui aussi, en tant qu'homme à l'époque, a eu à être attaqué. À l'époque, c'était les graffitis sur les murs. Et moi, gamine, je l'ai vu. Mes frères l'ont vu. Je me rappelle, vous avez raconté donc, ça à mars. Ça m'avait beaucoup marqué, vraiment. Et j'étais gamine. Et donc, au fur et à mesure, je pense pouvoir dire que ça m'a quand même appris à prendre du recul, ça m'a beaucoup forgé, et puis aujourd'hui, ça a fait mon engagement et ma force. Sandra, l'homme qui vous a le plus influencé? Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais je vais dire la femme qui m'a le plus influencée, c'était ma mère, c'est ma mère, parce qu'elle a à un moment donné où elle ne trouvait pas... de possibilité de se réinsérer après ma naissance, elle s'est dit, je vais faire, à l'époque, on disait un métier d'homme. Voilà. Et donc, elle est partie dans le secteur du transport et tout ça. Et elle a toujours été vraiment la femme potomitan, comme on l'entend ici. Et elle m'a beaucoup inspirée. Un concept qui est un petit peu remis en question ces dernières années. Qui est beaucoup Parce remis que ça fait reposer sur les épaules des femmes beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut vraiment recentrer la situation pour l'époque, et c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment ça. Moi, j'ai connu le temps où, parce que justement, il fallait qu'elle aille bosser, eh bien, je me promenais dans le bus parce qu'il fallait qu'elle parte avec moi, parce qu'après, il y avait l'école, il y avait ci, il y avait ça. Bon, et je dis merci, maman, parce que je considère qu'elle a réussi sa mission et que, voilà, quoi, moi, pas moitié rien. Juste après le dernier jingle de l'émission, je vais entendre le mot de la femme. En 2 mots, Aurélie, mais vraiment 2 mots. 1, 2. Le mot de la fin. Le mot de la femme. Le mot de la femme. Donc, je dis un mot... Non, pour conclure cette émission et ce moment qu'on a passé ensemble, on a dit beaucoup de choses. Je dirais merci. Merci de cette émission de femmes qui permettent aux femmes de discuter entre elles,
de porter aussi le message à toutes ces femmes qui nous écoutent, hein, qui traversent très certainement aussi des moments d'inquiétude, de doute, des difficultés, et de leur dire qu'il y a des femmes qui sont aussi présentes, qui peuvent aussi être à leur côté, à quelque niveau que ce soit. Et là, je ne parle pas forcément de politique, mais cette solidarité aussi qu'on doit avoir entre nous et qui est importante. Donc, merci pour le travail que vous faites et pour Merci, cette émission nouvelle. Hein. On dit merci à Max et à Mehdi qui sont en technique, qui nous ont Merci fait Max et Mehdi. ouais, voilà, ce super plateau et puis ce générique et puis ces images. Et alors, Sandra, le mot de la fin. Eh ben, merci Barbara, merci évidemment à Zitata. Et à celles et ceux qui vont nous regarder. Moi, ce que je veux dire, c'est surtout de ne pas vous laisser vous voler vos rêves, quoi. Si vous avez un rêve, une ambition, allez-y, même si on vous décourage, il faut toujours aller de l'avant. Et puis surtout, n'oubliez pas, mesdames, que vous êtes la moitié du ciel. Donc, exprimez-vous, on a besoin de vous. Et la liste sur laquelle j'ai le plaisir d'être, hein, Alliance Matinique, a besoin des votes des dames également. Des hommes aussi, mais des dames aussi. En tout cas, merci d'être venus sur ce plateau, Aurélie et Sandra. Donc, on est en campagne électorale. Bon, mais en tout cas, allez voter. Et puis, on se retrouve hein, peut-être pour continuer la discussion. C'est vrai que chaque fois que la fin arrive dans cette émission, on se dit, bon, on est un peu frustré, on n'a pas tout dit, on n'a pas tout vu. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur Zitata. Restez à l'écoute et on se retrouve pour de prochaines émissions avec des femmes ou non engagées en politique. À bientôt et restez sur Zitata. Femme.